institutionnelle pour aller vers quelque chose de plus grand, vers le collectif, vers l'école publique, parce que l'école publique, on y tenait, on y croyait, on voulait que nos gamins partagent le même socle éducatif. Donc je pense que c'est important de faire ces quelques rappels, et l'équation donc devient un peu plus complexe à partir des années, je dirais, 2000, avec des demandes incessantes. Alors je retiendrai pour les demandes, par exemple, l'affaire du Kirpan. Donc on se rappellera de ce fameux gamin âgé de 12 ans qui se présente un jour à la commission Bourgeois donc à Montréal, Marguerite Bourgeois à Montréal, accompagnée de ses parents qui souhaitent donc le voir aller à l'école avec son Kirpan. Donc Kirpan, hein, le petit poignard sikh. Et là, il reste une minute, s'il vous plaît. Bon, une saga donc, juridique qui commence, qui s'en va jusqu'en Cour suprême, et on voit apparaître deux conceptions du monde, à savoir une conception qui est plutôt québécoise, qui est plutôt républicaine, qui était contre le port du Kirpan à l'école, parce que l'école s'appuyait sur plutôt sur une démarche rationnelle, et donc par conséquent, un poignard tranchant n'avait pas, un poignard tranchant, c'est un néologisme, n'avait pas donc lieu d'être dans l'établissement scolaire, et une vision plutôt canadienne, plutôt multiculturaliste, parce que la Cour suprême a renversé le jugement de la Cour supérieure et de la Cour d'appel, voulant que l'enfant se départisse de son signe religieux. Bref, il y a eu donc l'affaire de la Souka, il y a eu l'affaire de la SAC, il y a eu l'affaire du casque anti-bruit, hein, cette petite gamine de parents musulmans qui se présente un jour à l'école et dont les parents demandent à ce qu'on lui mette un casque anti-bruit pour la préserver des chants de Noël et pour la préserver de la musique. Donc la petite gamine en maternelle, voilà, elle se retrouve, on la met dans cette situation, la directrice acquiesce à la demande des parents et on s'imagine très bien la suite. Alors, pour revenir à la question de départ, y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème. Il y a un problème, il faut discuter de ce problème. Les professionnels n'ont pas à décider de la direction à donner à la cité, c'est aux politiques de prendre leur responsabilité, d'avoir ce courage-là, de légiférer, de baliser, et nos professionnels, on va les décharger de ce fardeau. Excusez-moi, on va passer à l'autre. Merci beaucoup, Madame Benhabib. Maintenant, on passe à une autre étape. Les participants au panel vont interagir entre eux. C'est une intervention de 2 minutes. Premier qui lève la main. Bon, j'en ai déjà 2 ou 3. On va prendre cette fois-là en premier. Le premier, c'est Pierre. Je vais poser la question à Mme Benhabib parce que tout ce que vous dites là, tous nous sommes d'accord avec ça. Je ne peux pas, moi je suis curé de paroisse, je ne peux pas accepter qu'on impose à un enfant, par exemple, qu'il amène les couteaux dans la classe ou qu'on lui mette un voile à 2 ans. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, comme catholique, comme prêtre, comme homme, là, je reviens à ce que j'ai dit. Quel est le problème exactement auquel vous voulez vous attaquer? Il y a tellement d'amalgame dans cette question-là. Je veux que vous disiez c'est quoi le problème et qu'on revienne à ce qu'a dit M. Guy. Est-ce que ça prend une charte pour résoudre le problème? C'est Alex. Jean-Guy, oui. OK. Je suis d'accord avec Mme Benhabib sur un point, c'est que je pense que ce qu'on doit définir, c'est les balises des accommodements. Moi, personnellement, je ne sais pas, je parle en mon nom, mais moi, j'étais à Montréal dans ce temps-là, puis les accommodements, pour nous, c'est anecdotique, et puis ça causait problème pour certains, mais il y a plein d'autres personnes qui s'en balancent encore, là, de savoir que le gars, il est porté un Kirpan. Et puis, il y a quelque chose qui me fatigue un peu ce soir, c'est que je nous regarde ce soir là, les noms de famille qui sont des fois difficiles à prononcer, mais on est tous québécois. Alors moi, quand on parle des valeurs québécoises, c'est les miennes aussi. Et puis je suis profondément, viscéralement nationaliste et très, très québécoise. Donc quand on parle des valeurs québécoises, je me sens vraiment très interpellée, on parle aussi à mon nom. Donc des fois,
d'en assumer beaucoup là, que de parler de valeurs québécoises quand on est un peuple qui est très différent, mais bon, on partage souvent l'amour du Québec. Hein. Alors, c'est un peu l'intervention que je voulais faire. Si vous voulez vous adresser à une autre personne. Oui, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la notion de laïcité. Jeune, j'étais très pratiquant. Mais quand j'ai regardé l'Église catholique du Québec, l'Église triomphante, Cardinal Léger, Montréal, tu t'es fait belle pour accueillir ton prince. Moi, j'en ai eu le ras-le-bol. Et j'ai décroché de cette église-là. J'étais 30 ans sans mettre les pieds dans une église. Et c'est en étant ici à Saint-Louis-de-France, dans un autre milieu, que j'ai... Par une réflexion, je me suis dit, c'est important des valeurs spirituelles dans une société. Je suis retourné à l'église que je connais, l'Église catholique, et depuis une quinzaine d'années, je suis catholique pratiquant. Mais ce que j'ai constaté également, en fréquentant des milieux, c'est que la religion, ça peut être pernicieux parfois, mais les religions les plus pernicieuses, c'est celles qui ne disent pas leur nom. Et la laïcité est en tête de ligne, je pense, des religions pernicieuses. La laïcité a ses lois, a ses grands prêtres, a ses exclusions, et a son projet de société également. Projet de transformer l'homme québécois, à défaut de pouvoir transformer l'homme occidental. Laissons donc les gens tranquilles. Il y a deux problèmes. Premier problème, moi je vais parler comme gestionnaire. Quand tu commences à gérer en fonction de particularités, ben là, le bordel est poigné. Fait que là, comme gestionnaire, tu as à gérer du personnel difficile, tu as à créer une cohésion autour de ton organisation. Puis ce qui fait en sorte, c'est que quand tu as des gens, parce qu'il ne faut pas oublier que la religion, c'est le droit d'expression et c'est reconnu par la charte. Ça, ce que ça veut dire, c'est quand quelqu'un défend ses droits en fonction de la religion, comme gestionnaire dans une commission scolaire, dans un hôpital. Moi, je suis du conseil d'administration de l'hôpital Sainte-Marie. Puis s'il y a quelqu'un qui m'arrive avec quelqu'un, puis il revendique la question religieuse, là, je suis fourré. Parce que là, il va suivre le processus normal des chartes, puis il va se retrouver en cours supérieur, puis là, on est fait. C'est ça le problème. Ça, c'est le premier problème. Fait que c'est une question d'accommodement, on en est raisonnable ou pas, mais comme gestionnaire, on va vous dire que les accommodements, on en veut le moins possible parce qu'on a besoin d'une efficience au niveau de l'organisation, puis quand tu as un budget restreint, puis qu'il y en a 5 qui attendent à l'urgence, puis que là, tu es pogné parce qu'il y en a un qui est parti en congé pour n'importe quoi, là, il y a un problème. Puis là, quand je vous disais de la garderie, tantôt, c'est pas une farce, là. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a donné du sport à des enfants, puis là, ils ont fait une plainte, puis la garderie, ça lui a coûté 5 000 $ parce qu'ils ont perdu en cours supérieur. Puis là, la petite garderie qui vend des barres de chocolat, à un moment donné, pour payer la garderie, ça lui a coûté 5 000 $. Ça, c'est la première affaire. Puis le deuxième problème qu'on a, pensez de temps en temps au respect de la clientèle. Les patients qui sont à l'hôpital, la majorité des gens qui sont là, ils veulent être dans un endroit neutre. Ils veulent être... Je te réponds. Je trouve que c'est un peu de dire oui, quand on est gestionnaire, il faut qu'on gère un paquet d'affaires, il faut qu'on gère des accommodements, c'est le congé de maternité, il faut qu'on gère la personne en chaise roulante, il faut qu'on gère un paquet d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on va dire, mais qui décide c'est quoi qu'on peut enlever puis c'est quoi qu'on garde? C'est qui est-on pour dire, ben là, un congé de maternité c'est correct, qui est en chaise roulante c'est correct, mais là, si tu veux porter un kippa, là, ça c'est terrible, on veut pas de toi. Il y a quelque chose là-dedans où toi, on t'accommode pas. Puis franchement, là, dans les garderies, oui, peut-être le porc, mais s'il avait donné du beurre de pinot au petit qui est allergique, on aurait eu un drame quand même. Fait que des drames, on en a. C'est un peu la job de tout le monde de faire attention aux particularités de nos enfants, aux particularités en tant que gestionnaire. C'est un peu ce qu'on fait. Donc, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on s'acharne sur ça et pas sur autre chose. Pour moi, c'est un peu... Ça fait partie de ce qu'on a à gérer dans la vie, c'est tout. Merci, Mme Benabib. Merci
accommodement raisonnable. Ce maudit micro-là, on a quelqu'un qui est malentendant comme moi, on souffre. Tu veux lui passer l'autre? Je pense en fait que la crise soulevée par ces demandes d'accommodement religieux, je les appelle par leur nom, ce sont des accommodements religieux, ce ne sont pas des accommodements raisonnables, c'est parce qu'on a senti depuis quelques années que la liberté de religion est devenue un droit de religion. Et je vais rebondir donc sur l'exemple du porc et sur l'exemple du beurre de peanut d'une école, parce que je trouve que ça illustre bien à quel point des fois on marche sur la tête et on a perdu de la rationalité qui caractérisait ce mouvement des Lumières qui lui a donné naissance à la laïcité. Lorsqu'on est dans un milieu éducatif et qu'il y a une restriction alimentaire, elle doit être basée sur quoi la restriction alimentaire ? Doit-elle être basée sur une superstition, sur une croyance religieuse, ou bien elle doit être basée sur un élément rationnel? Je pense que si on ne fait pas la différence entre les deux, il y a un problème. Il y a un sacré problème. Ce que je voulais rajouter tout à l'heure dans mon développement, c'est la chose suivante. C'est que ces demandes-là d'accommodement religieux, ils s'inscrivent aussi dans une conjoncture politique internationale de la montée des intégrismes religieux. Et on l'a vu depuis les années 95 avec la conférence sur les droits, la conférence sur la population au Caire, à quel point il y a une recrudescence, il y a une alliance entre le Vatican et les États islamiques. Donc ces demandes-là aussi s'inscrivent là. Et celle qui a étayé ma réflexion d'une façon importante, c'est l'ancienne juge de la Cour suprême, Danielle Leroux-Dubé, qui, elle, a déclaré qu'on était allé trop loin dans les accommodements religieux au Canada, qu'elle a dit que l'affaire du Kirpan, la Cour suprême avait totalement déraillé, parce que ce qu'on fait avec ces accommodements-là raisonnables, c'est qu'on instaure une norme sociale. Et la norme sociale, elle est souvent dictée par les intégristes religieux, parce que c'est eux qui sont les plus sectaires, c'est eux qui sont les plus organisés, c'est eux qui sont les plus structurés dans nos sociétés. Donc, moi je dis, faisons attention, les religions n'ont pas à nous dicter, les lois dans un État démocratique. Il doit y avoir une séparation entre le pouvoir politique et entre le pouvoir religieux, bien entendu, dans le respect des croyances et des non-croyances. Pour la suite, les quatre intervenants en ordre ont demandé la parole. M. Mercier, Mme Langlois, Mme Couilly et M. Simon-Pierre. Oui, j'aimerais revenir sur l'affirmation fausse de Mme Benhabib tout à l'heure, que c'est dans l'harmonie qu'on a aboli les écoles confessionnelles au Québec. Bon, j'aimerais vous rappeler que l'article 93, qui a été aboli à la demande de Pauline Marois, qui était ministre de l'Éducation, avec les pressions de Gilles Duceppe, chef du Bloc, qui avait 58 députés à l'époque, sur Stéphane Dion, qui n'en revenait pas que le Québec demande ça, parce que le Québec veut depuis toujours au moins réouvrir la Constitution parce qu'on a bien des problèmes à régler. L'article 93, c'était le pivot de l'acte d'Amérique du Nord britannique. Sans l'article 93, en 1867, il n'y aurait pas eu de pacte entre les anglophones et les francophones. Alors voilà qu'on a demandé, c'est le Parti québécois et le Bloc québécois Ottawa qui ont fait pression pour qu'on abolisse l'article 93. Alors quand on parle à ce moment-là de réouvrir la Constitution canadienne, si on perd toutes les occasions de le faire parce qu'on veut se projeter dans la postmodernité plus que tous les autres, ben à ce moment-là, on n'est pas sérieux quand on se prétend qu'on défend l'intérêt national des Québécois. Parce que cette Constitution-là est un problème, alors il faut profiter de toutes les stratégies pour finalement saboter, nous couper l'herbe, nous couper l'herbe sur le pied, comme pourrait dire Jacques Parizeau, de nous auto-pelure banalisée.
J'écoutais parler de M. Mercier tout à l'heure qui parlait, qui affirmait là, son catholicisme, puis qui s'affirme aussi énormément québécois. Puis moi, je veux dire, je suis personnellement une Québécoise qui n'a pas de croyance religieuse en soi. Ma croyance, ce serait beaucoup plus le gros bon sens, je pense. C'est une expression québécoise qu'on utilise régulièrement, servir de son gros bon sens. Je pense qu'on est en train de le perdre de vue actuellement. Entre autres, avec les accommodements raisonnables, on parlait du kirpan, Mme Benhabib parlait du kirpan tout à l'heure. Je pense que la religion ne devrait pas donner de droits supplémentaires par rapport aux droits de tous. Je pense que ça en est du gros bon sens. Si, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avoir de couteau dans les écoles, c'est pas parce que la religion d'une personne lui dit de porter un couteau qu'il peut l'avoir plus. Si c'est pour des raisons d'hygiène, les manches longues ne sont pas permises dans les blocs opératoires. On ne va pas le permettre parce que la religion dit qu'il ne devrait pas avoir un bout de peau qui dépasse au niveau du poignet, à mon sens. Que quelqu'un porte un voile intégral, puis qu'on ne puisse pas l'identifier, puis qu'elle est capable quand même d'avoir un permis de conduire par rapport à ça, c'est pas logique non plus, parce qu'on ne peut pas l'identifier. Un voile comme celui que Madame porte actuellement, à mon sens, ça n'a rien dérangeant. Je veux dire, on est capable de voir son visage, on est capable de l'identifier. C'est du gros bon sens qu'elle porte pendant qu'elle travaille à l'hôpital, par exemple, dans mon cas. Ça dérange nullement sa capacité au travail. À mon sens, on devrait être capable de tolérer ça. Je pense que le peuple québécois, on est un peuple qui a toujours été tolérant. On est un peuple qui a toujours été reconnu pour son ouverture d'esprit. Puis ce débat-là, actuellement, fait qu'on est en train de se refermer sur nous-mêmes, puis qu'on est en train de perdre cette ouverture d'esprit. Moi, j'ai pu constater qu'on s'intéresse trop aux exemples sporadiques. Par exemple, l'exemple du kippa, l'exemple de la nutrition. On s'attarde sur ces exemples-là pour monter toute une... On s'attarde sur ces exemples pour bâtir toute une logique. Alors que, normalement, ce dont on a besoin, ce n'est pas le fait de s'attarder sur les exemples. Ce dont on a besoin, c'est vraiment le droit bon sens. Je me joins à vous. Avant d'être étudiante en chiropratique, j'ai été infirmière. J'ai pratiqué pendant 2 ans dans un bloc opératoire au Maroc, dans un pays musulman. J'étais dans un pays musulman où le voile est toléré, où le voile intégral est toléré. Mais moi, au bloc, j'enlevais mon voile. J'avais des manches courtes. Pourquoi? Parce que ce qui m'importe le plus, ce n'est pas à ce point-là, ce n'est pas ma religion, parce que ma religion, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans mon âme. Et ce qui m'importe le plus, c'est le droit de ce patient-là, qui a le droit d'avoir les meilleures prestations. Et étant consciente que si je fais entrer de l'extérieur à l'intérieur du bloc n'importe quel tissu qui n'appartient pas à l'enceinte du complexe opératoire, j'expose mon patient à des infections nosocomiales, je l'expose à des infections de parois. Donc là, ma religion, et je ne suis pas une grande connaisseuse en la matière, mais je connais quand même très bien ma religion. Ma religion-là, elle me dit que c'est le droit de ce patient-là qui prime, c'est le droit de la vie qui prime, c'est le droit de la sécurité qui prime. Moi, je crois que c'est ça qu'on a besoin de comprendre, c'est ça qu'on a besoin de divulguer, de faire comprendre aux gens, que ce qui importe le plus, c'est la sécurité du Québec, c'est la sécurité des citoyens. Pour l'exemple du kirpan, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est intolérable qu'un enfant puisse avoir un couteau sur lui. C'est tout à fait absurde. Donc, le fait d'interdire ça, ça ne veut pas dire qu'on est contre cette religion ou contre cette pratique. Ça veut dire qu'on est contre le fait de toucher à la sécurité d'autrui. Et pour moi, je crois que ça, c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et c'est autour de ça que le débat devrait s'articuler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir la sécurité du monde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser les gens exprimer leur religion, mais sans porter atteinte aux autres? Moi, je reviens à la question que j'ai posée. Jusque-là, je n'ai pas encore compris c'est quoi le vrai problème. Il y a tellement de problèmes, ça va dans tous les sens. Je reviens un peu à l'histoire parce que Mme Benhabib est revenue.